Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de lecture et je vais le laisser se présenter tout de suite. Nous disons bonsoir à... Bonsoir Ludovic, bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Richard Buneau, auteur qui présente son dernier recueil, Un monde inachevé. Un monde inachevé. Ben, Richard, ça nous fait plaisir de te revoir sur le plateau. Donc, tu as dit que tu vas nous parler d'un monde inachevé. Absolument. Alors, est-ce ton premier ouvrage? Alors, c'est le troisième, et ça me fait plaisir de revenir parce qu'il y a 2 années de ça, j'étais ici pour présenter, à la même place, pour présenter mon second recueil qui est Un grand cri, et celui d'avant, c'est Ma réalité. Donc, Ma réalité, Un grand cri, Un monde inachevé, ça fait le troisième. D'accord. Ok, ben, ce sera intéressant. Et puis, avec l'image qui s'affiche, donc un monde inachevé, donc je pense que le choix, le choix de l'image n'est pas anodin. Donc, un monde inachevé. Ah, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a un lien, parce que moi j'aime bien faire les liens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre Ma réalité et Un grand cri? Absolument, parce que j'ai une couleur d'écriture, que je tiens à rester fidèle d'ailleurs, où je suis là pour interpeller, pour attirer l'attention de mes lecteurs sur ce qui nous entoure. Parce que très souvent, où ça devient tellement banal qu'on ne porte plus attention à certaines choses, ou ça peut devenir de l'indifférence. Par exemple, si aujourd'hui nous parlons de tout ce qui est drame, tout ce qui est dramatique qui frappe notre société, ça devient monnaie courante. On achète le journal, s'il n'y a pas quelque chose de dramatique dessus, la réflexion est la suivante, je n'en ai pas ni rien là. Donc on a besoin de quelque chose qui va frapper pour qu'on puisse se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se déroule dans ce pays-là. Oui, effectivement, comme tu soulignes très bien, l'être humain, en tout cas certains êtres humains aiment tout ce qui est sensationnel. Absolument. Et bon, ce que tu dis est une triste réalité. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, on dit qu'il n'y a rien dans le journal là, que ce soit papier ou bien audiovisuel, radio, il n'y a rien. Alors que il y a beaucoup de choses et parfois il y a peut-être des actions, des événements à mettre peut-être plus en lumière, mais la nature humaine s'est habituée au sensationnel, au drame. Donc ça devient banal. Ça devient banal. Et je suis même en train de me demander, est-ce que les journalistes ne sont pas friands de ce genre d'événements pour faire de l'audimat, pour faire Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il y a encore certaines personnes qui essayent de dévier les regards de tout ce qui est mauvais pour qu'on puisse avancer, mais avancer de manière correcte, se dire les choses et ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Je fais partie de cela. D'accord. Alors, tu as mentionné en préambule que tu étais parmi nous il y a 2 ans. Tu reviens. Comment ce monde inachevé a vu le jour? Alors, ce monde inachevé, au mois de novembre dernier, je me suis rappelé en tout cas que j'avais fait une promesse à mes lecteurs, sortir un recueil tous les 2 ans. Oh, donc 2019, Ma réalité, 2021, Un grand cri, 2023, on y est, Un monde inachevé. Donc, quand j'ai commencé à écrire, une fois de plus, en tant qu'observateur éclairé, je regarde ce qui se passe autour de moi, les yeux, les oreilles, et puis je me dis, mais il va falloir que je puisse alerter au moins sur ce sujet-là. Et à chaque fois, je me laisse transporter par mon inspiration, et ça a donné Un monde inachevé. d'accord.
Donc, il t'a fallu quelques mois. Il a fallu quelques mois, puisque je commençais à l'écrire au mois de novembre, et au mois de mars, il était chez mon éditeur et la préparation. Et la sortie, c'était le 1er septembre. D'accord. Alors, pour ceux qui te découvrent, tu as parlé d'un style qui t'est propre. Comment qualifierais-tu ton style? Alors, certains me qualifient d'auteur engagé. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai dans la mesure où mes textes ne chantent pas. Mes textes, ce n'est pas du lyrique. On n'a pas envie de fermer les yeux et puis de se laisser bercer. Mais au contraire, on ouvre les yeux et alors, il y a deux possibilités. On est ou on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, j'interpelle sur tout ce qui nous entoure, sur la violence, sur la méchanceté, sur l'état même de notre pays. Parce que très souvent, quand nous voyons ce qui se passe, nous disons, mais a-t-on réellement compris que nous ne sommes pas la dernière génération? Il y a d'autres qui viennent. Et qu'allons-nous laisser aux générations plurielles qui viennent? Et donc, un monde inachevé, est-ce que on peut dire que tu te concentres essentiellement sur la Martinique, les Antilles, ou il faut prendre le monde au sens large, dans toute sa globalité? C'est-à-dire singulièrement, je m'adresse à mon pays dans la mesure où je suis très très bien placé pour le faire. Mais de manière plus élargie, je m'adresse au monde, parce que c'est vrai que quand je parle d'un monde inachevé, cette impression que nous avons au quotidien qu'il manque toujours quelque chose. On a beau faire tout ce qu'on veut, en fin de journée, on se dit, mais je n'ai pas réussi à faire ça, ou je n'ai pas eu le temps de faire ça. Et les événements nous démontrent que ce monde-là, j'aurais pu l'appeler un monde en décadence, mais je l'ai appelé un monde inachevé. Et la première de couverture démontre bien notre globe avec quelques parties du puzzle qui ne sont pas collées au globe, donc cette sensation d'inachevé. D'accord. Donc peut-être... on verra ça à la fin. J'allais dire que peut-être même, puisque comme tu es déjà sur un rythme de tous les 2 ans, donc peut-être on aura progressé par rapport ou pas à cet inachèvement. Ben, écoute, en tout cas, je le souhaite de tout cœur. La plupart de mes textes, il y a toujours une petite lucarne, une ouverture où je dis à mon lecteur de regarder à travers cette lucarne. Il y a peut-être quelque chose de bon qui est en train d'arriver. Maintenant, préparons-nous à recevoir cette bonne chose. Je ne suis pas utopiste. Je suis en train de dire qu'il y a encore possibilité. Nous n'avons pas atteint le point de non-retour. Il y a encore cette possibilité d'agir, de réagir face à certaines situations pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus agréable dans ce pays et de manière plus élargie dans le monde. Alors, là encore pour nos téléspectateurs qui te découvrent, et peut-être ceux qui te connaissent, mais peut-être des petites piqûres de rappel. Alors, un monde inachevé. S'agit-il d'un roman? Dans quel genre tu classerais ton Alors, depuis le premier, ma réalité, j'ai été classé dans le rang des poètes. C'est de la poésie, simplement parce que ça rime, pas parce que ça chante, parce que ça rime. Donc, je n'ai pas changé, je n'ai pas dévié d'un iota. Je suis dans le droit fil de tout ce que j'ai déjà écrit. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais à quelque part, ça interpelle. Et ça, c'est très important d'interpeller. Et c'est pour ça que je dis qu'une fois qu'on est interpellé, ça peut également ouvrir un débat. Et forcément, si on ouvre un débat, j'espère qu'entre hommes intelligents, il va se dégager quelque chose de positif qui nous permettra de faire un pas de plus. Parce qu'en fait, on est en train d'avancer. On avance step by step, on essaie d'avancer. Donc, il faut quand même que nous puissions avoir un objectif commun, un point commun, en ligne de mire pour qu'on puisse y aller ensemble. En tout cas, j'essaye, à travers mes écrits, de dire à mes lecteurs, voilà la direction dans laquelle nous devrions aller. Je n'ai pas la solution au problème de ce monde. Je n'ai pas la solution au problème de la Martinique. Sinon, je l'aurais déjà donné à qui de droit. Je n'ai pas un pouvoir de décision. Seulement, j'interpelle. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques thèmes que tu en as déjà un petit peu mentionné, mais on peut aller dans le vif du sujet, quelques thèmes que tu abordes dans ce monde inachevé? C'est-à-dire, moi,
avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Donc, j'ai un texte intitulé Prière d'un enfant de la rue, qui relate un jeune qui, à un moment donné, il est dans la rue, ça fait quelque temps, et un matin, il se réveille et il prend conscience de son état. Il a envie de sortir de cette situation-là. Il va frapper ça et là, les portes restent fermées, et à un moment donné, il va falloir bien qu'il se tourne vers quelque chose ou vers quelqu'un qui pourrait l'écouter et l'aider. Parce qu'à un moment donné, il va pousser un cri pour dire, mais si quelqu'un m'entend, donnez-moi une main tendue. Et la fin de ce texte dit bien que lui, à un moment donné, il se dit qu'il va sortir de cette situation-là. Il va survivre et il le promet. Nous avons, dans le recueil également, je parle des générations à venir. Ce gamin qui, quelque part, il rencontre un adulte et il va lui dire entre deux sanglots, mais qu'allez-vous nous laisser? Parce qu'il voit l'évolution, il voit que les choses vont de mal en pis. Donc, il va interpeller l'adulte en lui disant, mais qu'allez-vous nous laisser? Il y a d'autres textes où je parle de celui qui, un matin, se réveille et il est pris entre un sentiment de culpabilité et un sentiment de fierté. Et il dit que mais ma vie ressemble à un gros cahier. Et il va écrire tout ce qu'il fait en fin de journée. Et il va réaliser qu'à un moment donné, il se dit, mais j'ai raté telle occasion, j'ai raté telle occasion, j'ai raté telle occasion. Et puis, à un moment donné, il dira, mais je suis fier de moi parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fin de journée, lorsqu'il va écrire la dernière ligne, il se dit, mais le sentiment que j'ai en fin de journée, est-ce un sentiment de culpabilité ou un sentiment de fierté? Et puis, il y a des textes en créole où je dis, il faut nous sembler pour nous libérer. Est-ce un jour qu'il y a assez de l'eau pour nous toute l'attraper en gouttes? Donc, une fois de plus, j'essaie de brasser, de ratisser très large pour essayer de toucher un maximum de thèmes et un maximum de lecteurs. Parce que tout un chacun doit se sentir visé, ne serait-ce que par un seul texte. Un seul. Et si j'arrive à faire ça, c'est une victoire. Parce que ce lecteur devient un messager. Et donc, tu ne t'adresses pas à une sphère particulière. Non, c'est-à-dire je ratisse très très large. C'est-à-dire à partir du moment que le lecteur il commence à lire, je ne sais pas à partir de, je me place comment on me le dire, à partir de quel âge il commence à lire, 5-6 ans peut-être, jusqu'au doyen, à partir du moment qu'on arrive à lire, je pense que tous, on doit se sentir visés par ces textes-là. Et quel retour que tu as, faire une petite digression, quel retour que tu as par rapport à, bon, je ne sais pas si tu en as déjà pour Un monde inachevé, mais par rapport à tes deux précédents ouvrages, est-ce que des retours de lecteurs, de personnes, puisque tu échanges avec pas mal de personnes. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je puisse explorer un autre type d'écriture, mais tout ce qui me revient aujourd'hui, je dois continuer dans ce sens-là. Je dois continuer parce que ce que je dis, beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Mais ils n'ont peut-être pas les moyens de le dire, ils n'ont peut-être pas les moyens de l'écrire. Donc, en quelque part, je deviens un porte-parole. Donc, ils me disent, ah non, pourquoi arrêter? Ben, tu as écrit autre chose si vous voulez, mais continue dans ce sens-là. Donc, là, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire un choix. Mais je me dis que il y a des lecteurs pour ce type d'écriture, ce type de lecture. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque la toute première fois quand on s'était rencontrés, personnellement, je s'est posé la question, tiens, est-ce que si tu n'utilisais pas la prose, est-ce que ça n'allait pas mieux te servir? Et les Martiniquais aiment aussi la poésie. Ils aiment la poésie. C'est vrai qu'il y a un public. Il y a un public qui recherche encore la poésie. Les retours que j'ai, en tout cas, me donnent cette envie de continuer. Cette envie de continuer parce que c'est vrai qu'il y a pour tous les goûts. Hein. Il y a des romans, il y a tout ça. Mais la poésie, il y a encore des gens qui sont friands, qui recherchent la poésie. Et quel que soit, il n'y a pas une tranche d'âge, il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle particulière? Pas spécialement. En tout cas, les retours que j'ai, ils sont... Il y a une espèce de pléiade. Donc, je n'ai pas besoin d'être un enseignant de langue française ou un master de lettres classiques
pour pouvoir lire du Richard Buno. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, le risque quand tu commences à lire Richard Buno, c'est de ne pas pouvoir t'arrêter. Parce qu'une fois que c'est parti, en plus ce sont des textes écrits de manière individuelle, hein. Ouais. Donc une fois que c'est parti, tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page. Je pense que le texte, il va non seulement te happer, mais il va te parler. Et est-ce que je profite comme tu t'adresses à plusieurs catégories. Est-ce que tu as le sentiment que les jeunes, après il faudra se mettre d'accord sur le terme jeune, mais ont conscience qu'ils ont aussi un rôle déjà à jouer, ou bien ils sont dans une position attentiste en attendant que les anciens finissent leur... C'est-à-dire, je suis bien placé pour répondre à ta question dans la mesure où j'ai travaillé avec des jeunes depuis le mois de mai. On a travaillé avec des jeunes, on a travaillé pour le lancement d'un monde inachevé qui s'est fait le 21 septembre à la médiathèque du Saint-Esprit. Donc, je travaillais avec une bonne dizaine de jeunes où nous avons mis en scène un texte intitulé « Prière d'un enfant de la rue » dont je parlais tout à l'heure là. Et l'intérêt qu'ils ont montré m'a bluffé. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à les stigmatiser quelquefois, tendance à penser que les jeunes ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'ils sont motivés, ça devient une puissance, ça devient un moteur, et ils deviennent également des messagers. Parce que lorsqu'ils ont compris le message, qui d'autre qu'un jeune est mieux placé pour parler à un autre jeune? C'est vrai que moi, je viendrai avec mon discours, je viendrai avec certains mots, mais le jeune qui est convaincu d'une chose, je pense qu'il est à même, peut-être encore plus que moi, de parler à notre jeune et de le convaincre. En tout cas, lorsqu'il a compris, il devient un messager, et ça, c'est formidable. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ta démarche, tu ne recherches pas le monopole. dans le sens, puisque toi, c'est important que, en fait, tout le monde peut être un messager. On pourrait se dire, Richard Buno, c'est l'auteur, il a son 3e ouvrage, c'est le messager. Mais dans ta démarche, on voit que tout un chacun peut être messager, absolument, à condition absolument. de... Lui, Richard Buno, il ne se met jamais en avant. Il se met jamais en avant. Moi, je veux, en tout cas, ce que je veux, le message que je veux faire passer, c'est que nous pouvons tous, on a des choses à dire. Maintenant, comment le dire? Que celui qui sache faire de la musique le fait. Que celui qui sait écrit, que celui qui va sculpter. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est un message qu'il faut faire passer. C'est un message parce que notre petite Martinique, quand je la regarde quelquefois, je me dis, mais demain matin, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qui va nous rester demain? Donc si tous, c'est vrai que je dis tous, on peut dire, ah mais c'est qu'arrivé. Mais quand je dis que le maximum de personnes puissent prendre conscience, on aime la Martinique, on aime notre Martinique, mais dans quel état nous la mettons? Donc, agissons. Il est encore temps. Je me répète, on n'a pas atteint le point de nos retours. Il est encore temps. On nous agit, maman, là, pour nous douboute, pour nous sembler et puis pour nous avancer. En t'écoutant, ça m'a fait penser à une image que j'ai vue sur un réseau social, c'est qui circule depuis pas mal d'années maintenant, où, en fait, il y a une série d'animaux. Tu as un éléphant, tu as un singe, tu as un crocodile, tu as plusieurs types d'animaux. Et puis, tu as une sorte, je ne me rappelle plus quel animal, qui est un peu l'enseignant. Et il disait que, tiens, on va juger de votre aptitude à monter dans l'arbre. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes types d'animaux. Et par rapport à ce que tu as dit, celui-là, ça peut être la musique, celui-là, ça peut être la sculpture, celui-là, ça peut être la lecture, je ne sais pas. Et en fait, on a tous quelque chose, mais peut-être soit il y a un travail aussi de conscientisation personnelle à faire, peut-être au niveau de la société. On parlait des médias tout à l'heure là. Un terme qui est souvent mis en avant, on a des talents, mais en fait, on a tous une contribution, on peut tous contribuer. Pas on peut, on doit. Je préfère dire qu'on doit tous contribuer. C'est vrai que souvent, nous laissons la place aux autres en se disant que moi, je n'ai pas les moyens.
Je n'ai pas les capacités, je ne pourrais jamais faire ça. Si on ne se jette pas à l'eau, on ne saura jamais si on sait nager. J'ai vu des gens se mettre à l'écriture et, pour rigoler, quelquefois, je leur ai dit, bon, là maintenant, je peux arrêter. Simplement parce que c'était tellement beau ce qu'ils ont écrit, je me suis dit, mais non, mais on ne peut pas laisser ça dans les tiroirs. On ne peut pas, parce que c'est un message, une fois de plus, je me répète, c'est un message qui va partir, qui va atteindre quelqu'un, qui va atteindre un jeune, qui va atteindre une personne âgée, qui va atteindre un enfant, et qui, à son tour, va relayer. On doit le faire. Il est grand temps qu'on puisse se dire que nous aussi, nous avons la possibilité de faire des choses dans ce pays-là. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi laisser la place aux autres? Pourquoi accepter tout ce qui vient de l'extérieur et rejeter ce qui est à nous? Il est grand temps qu'on réagisse. Juste pour te taquiner, te titiller un petit peu. Dans ta démarche, bien sûr, tu n'as pas une démarche politique particulière, puisque bon, il y a certaines personnes pour embêter, tu aurais dit, ah mais lui il parle de faire les choses par nous-mêmes, tu n'es pas dans une démarche indépendantiste. Pas du tout. On n'a pas besoin d'être dans une démarche indépendantiste. Pas du tout. Et là où je suis encore bien placé pour en parler, c'est que je n'ai pas d'étiquette politique. Donc je ne fais pas de politique du tout. Donc je suis très très bien placé pour écrire tout ce que j'ai à écrire. D'accord. Donc tu présentes des choses un petit peu comme le bon sens, dans le sens où il y a des personnes qui sont sur un territoire, la Martinique, on aime la Martinique et comment on la met en valeur. Et on peut réussir à le faire. Après, on va peut-être pas le faire de la même façon, avec les mêmes outils, mais on peut le faire. Et puis, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, comment tu sais que tu ne sais pas nager? Il faut commencer. Je suis pas l'eau. Il faut ensuite, parfois, pourquoi pas même recommencer. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi la première fois, ça veut dire que c'est pas pour nous, ou bien que... Non, ça fait partie de l'apprentissage. Oui, mais l'histoire révèle que George Washington, il a échoué une quantité immense de fois avant de devenir président des États-Unis. Parce que l'échec est un menteur, en fait. L'échec nous fait croire que nous n'avons pas la possibilité de faire. Donc, on a échoué. Écoute, on laisse tomber parce que je n'ai pas réussi à le faire. Mais quand on va recommencer, on va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et quand on évite les mêmes erreurs, on progresse jusqu'au jour où on va atteindre l'objectif. Et on se dit, mais mon TP, mais mon faille. C'est exactement ça. Parce que l'échec est là pour nous dire que, c'est même pas la peine. Et c'est un menteur, en fait. Personnellement, je le dis, l'échec est un menteur. Ça empêche d'avancer, ça va nous buter en quelque part, mais si on s'arrête à ça, on a échoué. Mais si on essaye de contourner, peut-être pas passer par-dessus, c'est peut-être compliqué, mais au moins contourner. Il y a toujours une possibilité de passer en quelque part pour pouvoir continuer la route. C'est intéressant tout ça. Ça me fait penser à l'époque où j'étais étudiant. Donc, je suis enseignant. J'ai passé le concours plusieurs fois. On a un exemple encore. Allez, pour tout vous dire, je l'ai passé 5 fois. Quand j'ai réussi la 5e fois, je l'ai très bien réussi, c'était beau. Et l'année où j'ai réussi, j'ai été le seul Martiniquais à le faire. Donc c'était bien. Mais peu de personnes savent que c'était ma 5e tentative. Et mon père, il m'aimait répéter une phrase qu'il aimait répéter, qui n'est pas de lui. L'échec est la clé du succès. Et je ne supportais pas cette phrase-là. Il me dit, l'échec, c'est la clé du succès. Je me suis dit, ouais, seules les personnes qui ont réussi qui peuvent sortir des choses comme ça. Ouais, l'échec. J'ai dit, ouais, mais quand tu échoues, tu n'as pas réussi, tu ne vas pas aller sortir. L'échec est la clé du succès, ça ne te fait pas plaisir. Oui. Mais, comme tu dis, effectivement, on peut prendre des choses simples. Un enfant qui apprend à marcher. Oui. Il y a parfois certains conférenciers qui prennent cet exemple. Au bout de combien de temps tu vas dire à ton enfant arrête de marcher? Et donc effectivement les gens disent c'est quoi ça? Il n'y a pas de quota. À un moment tant qu'il ne marche pas, il va réessayer. Et il me dit voilà, c'est ça. Et on devrait avoir un petit peu parfois cette mentalité d'enfant. C'est quand même paradoxal parce que l'enfant, on l'apprend à marcher. Fais-tu pas, on l'apprend à marcher. Et quand il commence à marcher, on lui dit va t'asseoir. Là, c'est encore... là aussi, ça pourrait faire l'objet, je ne sais pas, d'une analyse psychologique ou sociologique, où effectivement, un moment, on encourage, on y croit, et puis après, on freine les ardeurs. Les choses, voilà. Et non, c'est vrai que
bon, comme tu dis, échec, bon, l'échec est quand vraiment on arrête, quand on abandonne, quand on n'essaie plus. Et bon, peut-être parfois c'est une question de culture, d'éducation. On a tendance à se dire, bah, il faut que je réussisse du premier coup. Et si je ne réussis pas du premier coup, ben, c'est pas pour moi, il faut que je fasse autre chose. Alors que, ben, effectivement, il y a des leçons à tirer. Voilà. On apprend des échecs. Et si tu t'étais arrêté à la 4e fois, tu ne serais peut-être pas enseignant aujourd'hui. Non, je veux dire à travers ça que il faut toujours croire en ses possibilités. C'est vrai qu'on peut ne pas passer la première fois, ne pas réussir la première fois. Si on arrête, on a perdu. Si on recommence, on va certainement faire un pas de plus. Et à partir de ce moment-là, on se dira, mais non, mais j'ai la possibilité de le faire. Pourquoi les autres ont la possibilité de le faire et pas nous? C'est quoi cette mentalité que nous avons? C'est quoi cette éducation que nous recevons? On se laisse croire que les autres peuvent, mais pas nous. Et lorsqu'on franchit le pas, il y a de la fierté. Il y a de la fierté parce qu'au départ, on a certainement entendu etc. de voix nous dire, mais non, mais c'est pas fait pour toi, c'est même pas la peine d'y aller. Et lorsqu'on est là, lorsqu'on est bien installé dedans, il y a de la fierté, qu'on le veuille ou non. C'est vrai, c'est vrai. Pour en prendre l'exemple, sincèrement, au bout de la 4e fois, je voulais arrêter. Hein. Parce que pour moi, la 4e fois, la 3e fois, j'ai failli réussir, mais il a manqué un petit quelque chose. La 4e fois, pour moi, c'était, bon, ben, ça devrait se transformer en victoire. Oui. Et ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, ben non, il faut que je fasse autre chose, je laisse tomber, c'est bon. Après avoir discuté avec des amis, et puis aussi de la famille, ils m'ont dit, mais non, tu es tout prêt. Je me suis dit, oui, mais je pense que j'ai tout donné. Et c'est ça, justement, la chose. Quand on pense qu'on a tout donné, non, on n'a pas tout donné, puisque quand on revient, on n'est pas la même personne. Parce que, bon, au niveau des connaissances, au niveau de l'expérience, au niveau de la mentalité, du mental, de ce qu'on a déjà franchi. Et on n'est jamais la même personne. C'est clair. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Hein. C'est bien connu. Oui. Même si je suis d'accord sur le coup, c'est comme tout à l'heure, l'échec et la clé du succès. Je ne vais pas ce genre de phrase, mais il faut passer par là. Oui, c'est ça. Il faut passer par là. C'est vrai que pour certains événements de la vie, personnels, familiales, autres, on peut se dire, ben bon, ça c'est une perte de temps, j'ai perdu mon temps. Et puis, peut-être ce n'est que plusieurs années après, ben, que, je ne vais pas dire que la leçon arrive, qu'on comprend la leçon. Ça peut être de la patience, ça peut être de la persévérance. Ce sont des vertus, en fait. Hein. Quand on a compris qui on est, on s'est fixé un objectif, on se donne les moyens. On a des ambitions, on se donne les moyens. C'est-à-dire que assez souvent, on a envie de compter sur l'autre. Et quand on compte sur l'autre qui n'est pas présent, on se sent perdu. Donc, il faut se prendre en main et puis avancer vaille que vaille. Oui, non, je te rejoins. C'est vrai que je vois ça dans le monde associatif, dans les écoles ou d'autres cadres. Il y a beaucoup de personnes, et c'est pas seulement, on pourrait penser que c'est une affaire d'âge. On pourrait se dire, bon, il est jeune, bon, il attend que peut-être que l'adulte fasse pour lui, ou il compte sur l'adulte. Mais même dans des groupes avec des adultes qui peuvent être en bonne santé, je parle d'adultes qui n'ont pas de problème particulier, parce qu'on pourrait se dire, bon, celui-là, peut-être il est diminué physiquement, etc. Mais des personnes en bonne santé, qui ont, de point de vue extérieur, une situation professionnelle qui laisse penser que ça va. Mais ce côté-là, pour certains, réfléchir un peu par soi-même, entreprendre, pas forcément chercher forcément l'aval. Bon, c'est toujours bien, on peut chercher des conseils. On grandit par les échanges. Et tu l'as dit en amont, qui est-ce qui a la vérité, la plus 100% de la vérité? Non, c'est en échangeant, en confrontant au sens noble du terme les points de vue, qu'on progresse, qu'on apprend et qu'on passe à l'étape suivante. Oui. Et
est-ce que dans cette mesure, on peut dire qu'un monde inachevé, c'est la progression c'est l'étape évoluée. Pour faire un clin d'œil à mes élèves, évolution avec notamment les Pokémon. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'étape évoluée de... Rappelle-moi le titre de ton premier ouvrage. Ma réalité. Ma réalité. Ma réalité. Oui, forcément. C'est-à-dire à plusieurs points de vue, dans la mesure où un monde inachevé contient beaucoup plus de textes. Il y a 72 textes. Ma réalité avait une quarantaine et un grand cri avait une cinquantaine, 55. Mais aussi en matière d'analyse. C'est-à-dire je suis certainement allé plus loin dans mes analyses pour pouvoir décortiquer certains faits. Des choses qui gangrènent notre société pour pouvoir le mettre de manière poétique et que mon lecteur puisse le lire et tremper dans la réalité, en fait. Ça revient toujours, la réalité, tremper dans la réalité, comprendre un peu les choses et se dire, mais quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter un plus à ma société martiniquaise? On regarde un peu l'évolution des choses. Quelquefois, on se dit, maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Il n'y a rien à faire, c'est fini maintenant. Non, mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Le proverbe dit bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il faut toujours croire qu'on a la possibilité de faire évoluer les choses, de changer les choses et vivre de manière beaucoup plus agréable. Et comme tu l'as répété à plusieurs reprises aujourd'hui, si on touche une personne, c'est un messager. C'est une victoire. C'est une victoire parce qu'il devient un messager à ce moment-là, il va transmettre le message. Et il pourra toucher une personne que nous, on ne peut pas toucher. Absolument. Absolument. Et avec l'exemple, tu as pris tout à l'heure du jeune, que bon, toi, tu expliques des choses, mais quand on a un jeune qui comprend la chose, qui est convaincu d'une cause, c'est plus facile pour aller toucher des jeunes comme lui. C'est ça. Alors que bon, l'autre. Bon. Donc, par rapport à ton... une question que je voulais te poser par rapport à ton style. Est-ce que tu es plutôt vers libre, vers fixe dans ton style de poésie? Est-ce que tu as un style particulier ou bien tu mélanges les genres? Je dirais que c'est mélangé. C'est mélangé. Bon, bien sûr, je tiens à avoir un rythme à la fin de chaque vers. C'est mélangé et j'essaye toujours de bien cantonner la chose, ramener mon lecteur à ce que je veux lui dire. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il parte parce que je lui dis, je le prends par la main, mon lecteur. Je lui dis, ferme les yeux, viens avec moi, je t'emmène dans mon univers. Et il ne faut pas qu'il y ait de cascades, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le chemin pour pas qu'il... Non, il doit me suivre tranquillement et lorsque j'arrive, je le lâche. Et je lui dis, ouvre les yeux maintenant et regarde ce que je te montre. Cool. Oh, c'est... Non, sincèrement, j'ai étudié des poèmes par rapport à j'ai une formation littéraire à la base, mais j'étais plus à l'aise en prose jusqu'à présent. Et je suis toujours admiratif. C'est pas exagéré. Je suis toujours admiratif devant les personnes qui, comme toi, maîtrisent. En plus, tu l'as fait aussi en créole. Oui. Tu l'as fait en créole. Non. Si bien que je m'étais posé la question, est-ce que ça t'arrive, je ne sais pas moi, dans la vie de tous les jours, de parler en vers? Mais ça arrive quelquefois parce que c'est vrai que ça me rattrape à tous les coups. Et après, je me dis, tiens, la poésie est encore là. La poésie ne me lâche jamais, en fait. Ce n'est pas, j'allais dire, comme dirait certains, ce n'est pas pour faire l'intéressant. Ah, pas du tout. Ça vient. Pas du tout. Ça fait partie de mon langage. Ce sont des habitudes que tu cultives. Absolument. Et par rapport, puisque nous sommes aussi dans le mois où on met la langue créole à l'honneur, Oui.
tu, tu arrives à le manier au niveau écrit? C'est-à-dire, je l'écris comme je l'entends. C'est vrai D'accord. qu'aujourd'hui, le créole, il est bien structuré. Je n'ai pas pris de cours, ni pour écrire, ni pour parler. En tout cas, créole moyen, bon, il faut comprendre moi, je comprendre mon nom, là, il a parlé, c'est ça le plus important. Mais je l'écris comme je l'entends. Et ce qui est intéressant, c'est que mon lecteur, lorsqu'il le lit, il comprend également ce que je lui dis. D'accord. D'accord. Ben, je trouve que c'est, au niveau de la forme, c'est un bon résumé, puisque tu dresses vraiment un regard, un tableau sur la société martiniquaise. C'est le français, c'est le créole, c'est Oui. le créole, le français. Les deux peuvent travailler ensemble. Absolument, absolument. C'est-à-dire que bon, lorsque j'écris un texte en créole, bon, mon éditeur me demande d'envoyer la traduction, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il n'y a pas que des créolophones qui vont le lire. Donc, du coup, il y a le créole, mais il y a la traduction également qui va avec. Donc, ça permet à tout un chacun de comprendre ce que j'ai voulu dire à travers le créole. Donc, aussi bien le martiniquais au sens propre au premier du terme, que ben, celui Oui, qui monsieur n'est tout le monde, pas celui qui- martiniquais peut te suivre. il peut lire, il peut comprendre. D'accord. Et peut-être même apprendre le créole à travers ça, se dire, ah, c'est comme ça qu'on dit ça en créole. Voilà, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, avant de se quitter, je voulais te demander s'il y a un extrait que tu souhaiterais partager avec nous. Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure là, je travaille beaucoup avec les jeunes. Et là, je souhaiterais profiter de l'antenne de Zouk TV pour m'adresser encore aux jeunes. Et ce texte-là, je vais le dire, c'est un texte qui a été mis en scène. Certainement, des téléspectateurs vont se dire, j'avais déjà entendu ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, ça s'intitule Prière d'un enfant de la rue. Je ne sais pas à qui je dois adresser cette prière. Je n'en peux plus. Je voudrais changer de vie, arrêter cette descente aux enfers, sortir de la rue. Ce monde où je dors de jour et où la nuit je sors, je fume, je bois, je me prostitue. Autour de moi ça va très vite. Ou tu te fais tuer, ou c'est toi qui tues. La drogue, les armes, le blanchiment d'argent. Je n'aurai jamais droit à une statue. Des étrangers, des amis, des dealers sont tombés autour de moi, j'en ai vu. Les souvenirs sont là. Les mots ne sortent pas. Je suis ému. Des jeunes, de plus en plus jeunes, m'ont suivi. Je leur ai souhaité la bienvenue. Si j'avais su, en toute honnêteté, je me serais abstenu. J'en ai vu tremper dans des affaires louches. Aujourd'hui, ils sont détenus. Je ne sais pas à qui je dois adresser cette prière. À Allah, à Mahomet ou à Jésus. Le miroir me renvoie une drôle d'image. Que suis-je devenu? Je me sens misérable, étranger à moi-même, un inconnu. Parfois, j'analyse ma vie. Je souris et je me dis, tu es foutu. Comment ai-je fait pour me retrouver dans cette vie de dissolu et de corrompu? À quel moment ai-je dérapé pour me retrouver dans cet état de vaincu? Pourtant, ce n'est pas un accident de parcours, ni un malentendu. Je donnerai tout pour changer de vie. Aucun Dieu ne m'a répondu. Aurais-je atteint un point de non-retour? Suis-je à jamais perdu? Cette spirale qui m'aspire dans les bas-fonds de la vie, quelle en sera l'issue? Chaque scène de ma vie me revient. Je les passe en revue. On va s'arrêter là. Waouh! J'avais envie de te poser comme question, est-ce que tu connais tous les poètes par cœur comme ça? D'accord. C'est un qui te tient vraiment à cœur. C'est un qui me tient vraiment à cœur et c'est un qui a été mis en scène par des jeunes. D'accord. Ça a été présenté le jour du lancement à la médiathèque du Saint-Esprit. Combien de jeunes qui l'ont présenté? On était 5-6, je crois, pour le présenter. Et puis il y avait d'autres jeunes qui lisaient les textes. Ça, c'était quelque chose à ne pas rater. Mais bon, on ne va pas le refaire. Oh, ben, félicitations. Merci.
D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Richard. Mais écoute, C'est- c'est moi. Donc, j'ai cru comprendre aussi que d'une façon déguisée ou implicite, tu nous donnes rendez-vous dans 2 ans si nous sommes toujours vivants. On verra ce que ça donne. Donc, peut-être, je sais pas, peut-être l'image du monde tel qu'il est présenté sur, sur ton ouvrage. Il sera peut-être un peu plus achevé, qui sait. Oui, oui, peut-être, il sera peut-être moins en morceaux ou j'espère pas plus en morceaux. Mais en tout cas, non, j'aime bien l'image. C'est bien. Non, et puis, c'est, comme tu as dit, il y a un style qui, je sais pas si on peut le dire, le style bunodien. Oui. Tiens, je retire ce mot. Oui, le style bunodien. Donc, effectivement, après avoir vu ce que tu avais fait avant, donc on revoit le style. Là, il était plus étoffé, donc peut-être au quatrième coup, on va peut-être monter à 100 poèmes. Pourquoi pas? De toute façon, tu ne t'interdis rien. Non, on y va. On y va. La route, elle est libre, l'inspiration est là. On ne s'interdit rien du tout. On y va. D'accord. Ben, en tout cas, à nouveau, merci beaucoup, Richard. C'est moi. Si, comme Richard, vous souhaitez présenter peut-être un de vos ouvrages ou un coup de cœur que vous avez eu pour un livre que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, ou bien peut-être ça remonte à votre enfance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir sur le plateau de Zouk TV. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.